bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. CSP Time numéro 23, c'est l'émission 100% CSP du Populaire du Centre. Ce soir, notre invité est François Renaud, l'ancien joueur, capitaine et coordinateur sportif du Limoges CSP. Bonsoir François. Bonsoir Jean-Christophe. Pour nous accompagner, les deux spécialistes basket du Populaire du Centre, Kevin Cao et Mathieu Marot. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Au sommaire de ce CSP Time numéro 23, nous commencerons par le débrief du match entre Limoges CSP et Dijon. Ensuite, nous tournerons vers notre invité François Renaud pour discuter avec lui de sa carrière et de son après-carrière. Le débat, ce sera le troisième quart-temps avec l'interrogation de savoir si François Perronnet pourra ou pas changer les choses suite à son intronisation à la tête du Limoges CSP. Et enfin, le quatrième quart-temps, nous reviendrons sur France-Bulgarie, mais plus spécialement sur le hors-série que le Populaire du Centre va sortir à cette occasion, un hors-série spécial Frédéric Fortet. Nous terminerons évidemment avec les tops et flops dans le dernier quart-temps. Et le CSP Time numéro 23, c'est parti. On commence tout de suite avec le débrief de ce match entre Dijon et le Limoges CSP. C'était samedi soir à Beaublanc. Une défaite, nouvelle défaite pour le Limoges CSP, une défaite 79-67. Mathieu, j'ai envie de dire que c'est pratiquement la pire première mi-temps qu'on a vue de la part du Limoges CSP cette saison, non ? Pratiquement, non, on peut le dire. Je pense que c'était une mi-temps absolument catastrophique. 25 points marqués à Beaublanc par le Limoges CSP, 17 shoots à 3 points de prix, 3 réussis, 25 points et 12 d'évaluation collective. Il n'y a rien qui a fonctionné durant cette première mi-temps pour le Limoges CSP, qui est retombé dans ses travers, tant défensivement mais aussi offensivement, où les Limougeaux n'ont rien montré. C'était pas loin d'être catastrophique. C'était même catastrophique. François, même analyse, il n'y avait rien dans cette équipe de Limoges et surtout la comparaison avec Dijon était cruelle quand même. Oui, Dijon a complètement dominé le match, mieux joué que le CSP, propose en plus une évaluation où on le voit à la fois dans les stats et sur le terrain. Alors, on parle de la première mi-temps, mais globalement, on a eu 35 minutes de rien en fait. Il n'y avait vraiment pas grand-chose, pas de défense, pas de collectif, ni en attaque, ni en défense. Et on s'est vraiment délité. On a réagi quelques minutes, on va dire, pendant 5-7 minutes. J'ai un peu exagéré, mais en gros, on a bien joué 7 minutes. On est revenu dans le match et puis derrière, plus rien. Kevin, on a l'impression que cette équipe de Limoges, elle revient dans le match. C'est un petit peu sur des exploits, ce sont sur des exploits personnels, mais s'il n'y a pas ces shoots à 3 points d'Axel Bouteille notamment, on a l'impression qu'ils ne reviennent jamais. On l'a dit depuis le début de la saison, cette équipe a du talent. Elle est revenue sur la seule force de son talent et malheureusement, ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, le seul talent ne suffit pas. J'ai écouté l'analyse de François sur France Bleu Limousin à la fin du match. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont certes talentueux, mais il manque de collectif. Je ne sais pas si François peut développer cette idée, mais des joueurs individuellement ne suffisent pas à battre une équipe en fait. Ce collectif, on a l'impression que quand un système est annoncé, à la première passe, c'est déjà fini. Déjà, des systèmes, on n'en voit pas beaucoup. Le peu qu'on voit, c'est souvent les mêmes systèmes qui se répètent. On les voit souvent en début de match, notamment pour Hardy, où on a des Steiger pick, on le voit sortir, il a des shoots ouverts. C'est comme ça qu'on commence les matchs. Ça nous réussit plutôt bien dès lors qu'on arrive à rester dans le collectif, mais ça dure que quelques minutes. Tout de suite, le naturel de chacun revient au galop. Alors oui, Kevin le disait, il y a des talents, effectivement, mais ce qui me gêne, moi, c'est quand je vois des joueurs qui prennent des drives, qui vont s'enfermer, qui prennent des choses qu'on appelle des shoots casse-croûte. Alors Axel est en capacité de les marquer, mais c'est dur, c'est difficile. Il faut se mettre en confiance sur d'autres choses. Je pense aussi à Samardo qui ne touche pas suffisamment de ballons. Quand il a les ballons, du coup, il y a un peu de frustration, il n'arrive pas à les ressortir, il les joue tous. Donc en fait, c'est une accumulation de choses qui font qu'à un moment donné, chacun joue sa partition, mais à l'arrivée, ça ne fait pas la musique, quoi. Et puis on voit des joueurs très bons au début de match, puis après ils disparaissent totalement. Isaiah Mals. Oui, Isaiah Miles, on le voit, il est chaud au début du match et puis on ne sait pas pourquoi. Dans le premier quart-temps, il sort, on ne le revoit pas pendant un petit moment. Mais au-delà de ses individualités, comme le dit François, c'est vraiment, il n'y a pas d'identité collective dans cette équipe en fait. Dijon, on le dit tous les ans, Dijon, depuis Borg, ils ont absolument la même recette gagnante. C'est une équipe qui défend fort, c'est une équipe qui fait beaucoup de prises à deux à l'intérieur. Ils ont une vraie identité de jeu, ils récitent un basket que ce soit en contre-attaque ou sur demi-terrain. Enfin, c'est l'échec
léché. Pourtant, ils sont venus et ils étaient à 7 ou 8. Hein. Laurent Lenième, il s'était séparé de... Enfin, il n'avait pas pris Arnold. Ils étaient courts au niveau des rotations, mais ils ont récité un basket avec une identité de jeu, avec une vraie marque, celle de Dijon, qu'on connaît depuis des années, et ça a suffi, alors que le CSP, lui, on ne le reconnaît pas. On ne voit pas vraiment de projet dans cette équipe. Alors oui, il y a des tentatives individuelles, il y a des bons joueurs. Comme d'habitude, je serais tenté de dire, on ne prend pas beaucoup de joueurs de Dijon normalement dans cette équipe du CSP. L'autre soir, on avait envie de prendre tout le monde. Presque tout le monde. Kevin, on a vu aussi des choses un peu étonnantes quand même au niveau coaching. On arrive dans le Money Time, Taylor demande à sortir, on y reviendra sur Taylor, sur ce premier match, demande à sortir, et là on ne fait pas rentrer un meneur. On fait rentrer William Howard. Et résultat, on perd le ballon dans la foulée. Enfin, il y a eu des choses étonnantes quand même dans le coaching, non ? Moi, honnêtement, j'étais pas au match, mais c'est vrai qu'on a parlé la veille avec François Perronnet sur la conférence de presse. Ils veulent aujourd'hui responsabiliser beaucoup William Howard. Force est de constater que là, sur cet entrée en jeu, ça n'a pas forcément fonctionné. Moi, personnellement, j'aurais fait rentrer Jonathan Rossel, notamment sur le fait qu'il avait fait un très bon match la semaine d'avant contre Nanterre. Ben, moi, je ne suis pas coach, je ne peux pas expliquer. Peut-être que Mathieu et François qui étaient au match pourraient mieux jauger ça, mais il y a des trucs que tu ne comprends pas forcément aujourd'hui. Faut bien dire quand même que c'est Jordan Taylor qui a demandé, comme tu l'as dit, c'est bien Jordan Taylor qui a demandé à sortir. Et pour William Howard, on a l'impression qu'il est mis à toutes les sauces, mais qu'il est beaucoup responsabilisé aujourd'hui. Oui, il y a ces deux éléments-là. Où Jordan Taylor qui était cramé de chez cramé. Déjà au premier quart-temps, il avait déjà commencé à demander des changements. Bon, on le savait, il n'était pas en condition physique. Je pense que peut-être pour expliquer le choix de Kai Melling, c'est qu'il a dit en interview, il a une grande confiance dans William Howard, et je pense qu'à un moment donné, sur un moment difficile, il a voulu certainement se reposer sur lui. Jonathan Roussel avait fait un très bon match à Berlin, mais était moins bien quand même contre Nanterre, était moins bien à Berlin pour le coup, et ce soir-là. Oui, on aurait pu faire ce choix. Je pense qu'il a fait un choix, on va dire, pour se rassurer. Et comme on fait souvent, d'ailleurs, les joueurs, quand ils sont en difficulté, ne prennent pas de risques. À mon avis, c'est un choix qu'il a fait pour justement pas prendre de risques. Pour autant, la logique, à mon sens aussi, aurait voulu qu'on mette un meneur sur le poste de meneur. Enfin, pas prendre de risques en mettant pas un meneur. Je pense qu'il a voulu se rassurer du fait de sa grande confiance pour William. Maintenant, William, il a aidé, l'équipe, mais il a aidé l'équipe quand on n'avait qu'un seul meneur et sur 40 minutes. Là, sur 2 minutes en fin de match et sur un Money Time. En plus, je pense que Jonathan, il a entre guillemets le mental pour aller positionner un shoot comme il l'a fait contre Nanterre, où finalement ça sortait pas de nulle part parce qu'il avait fait un meilleur match, mais il revenait un peu de loin et peut-être qu'il aurait été capable de faire le détonateur encore. Ouais. Mathieu, un mot sur Taylor. Alors on l'a vu, effectivement, hors de forme, on l'a dit, c'est lui qui demande à sortir parce qu'il n'a pas de conditions physiques. On a vu quand même qu'en termes d'impact défensif, il était capable de mettre une sacrée pression quand même. Je pense que Jordan Taylor, il a les qualités pour aider ce Limoges CSP. Il a fait une vraie belle carrière. On ne porte pas le maillot de l'Alba Berlin ou de Galatasaray par hasard. Donc je pense que c'est vraiment un bon joueur. Maintenant, il faut voir dans quel état il est. Lui, il dit qu'il n'a pas de problème. Il a souvent eu des problèmes de hanche au cours de des problèmes de hanche durant sa carrière. Là, il dit qu'il se sent bien. Il va devoir retrouver le rythme. Il a pu jouer depuis, je crois, le mois de mai, il a dit. Donc c'est sûr que Jordan Taylor, il va pas pouvoir tout de suite apporter 25 minutes au Limoges CSP. Hein. Combien de temps faut à peu près là, on a une trêve internationale qui arrive. Est-ce que 15 jours, ça va être suffisant pour retrouver un minimum de forme? Alors pas sur le foncier, non, il faut plus que ça. Il faut, à mon avis, au moins un mois et demi. En plus, après, on va arriver sur la trêve de Noël derrière. Donc ça va être un peu compliqué. Je pense que jusqu'à Noël, il ne sera pas sur une grande forme. Il sera en capacité certainement de faire, s'il travaille un peu de fractionné, on va dire, d'avoir des épisodes d'intensité importante. Ce qu'il a déjà un peu montré. Hein. Au moins, il est crevé, mais c'est le seul à plonger. C'est le seul qu'on voit sur le parquet. C'est le seul qui plonge. Il était crevé. Donc ça, il sera en capacité de le faire certainement. Maintenant, tenir sur la durée, sur 25, 30, 35 minutes, non, je pense qu'il ne sera pas capable de le faire avant, peut-être, le retour au mois de janvier. Quoi. Le problème, c'est que tu en as un peu besoin tout de suite, sur ce qu'il a montré quand même. Quand il était en forme, il apporte un vrai plus à cette équipe, peu de temps qu'il a passé sur le terrain, donc il va falloir vite pouvoir compter sur lui quand même. Hein. Oui, mais bon, là, aujourd'hui, le temps est compté. Alors, effectivement, il y a cette trêve internationale qui tombe à peu près bien, mais si on ne l'a pas avant, en gros, ce que dit François, début janvier,
Il va être mieux très rapidement, il va être mieux, surtout qu'il y a la trêve, mais on va dire pour avoir du foncier, il faut un peu plus de temps que ça. Maintenant, il sera en capacité, s'il joue 20-25 minutes avec Jonathan et qu'ils alternent, oui, il sera en capacité de donner de l'énergie. Moi, ce que j'aimais, c'est qu'il était tout de suite patron. Je le revois dire à Samardo Samuels, tu te mets en bas et lui filer le ballon pour qu'il puisse jouer. Voilà. Il était patron, il s'est battu, je pense qu'il s'est déjà intégré, il va forcément apporter. Bon. Et bon, on va terminer ce premier quart-temps là-dessus. On va commencer, François, avec ce qu'on fait d'habitude avec nos invités, une petite bio express. Alors, date et lieu de naissance. C'est à moi de répondre, je pense. Non, d'accord. Mathieu Barraud. D'accord, Mathieu. 3 à Limoges. 3 octobre 82. À quel endroit? Argentan dans l'ordre. La taille? C'est pas facile. 1m94. Enfin, il y a quelques années maintenant. Ouais. Mais... Le poste, 92. Où tu jouais? Je jouais plutôt 2-3. Voilà. Arrière ou ailier? Oui, voilà, exactement. Les clubs successifs? J'ai commencé en Normandie, à Caen, Caen BC. Je suis parti à Strasbourg, Lausanne en Suisse et puis Limoges. Situation de famille? Marié, 2 enfants, 2 petites filles. Parfait. Profession? Manager dans les assurances. Bien. Le basket, ça a commencé comment pour toi? Ça a commencé, mon père était basketteur, donc ça a commencé très tôt dans les gymnases, il m'emmenait avec lui, tout petit, voilà, à l'âge de 3-4 ans, commençait à toucher un peu la balle, et puis au fur et à mesure, à Blainville-sur-Orne, alors je le dis parce que ça faisait toujours rire Fred Forté, qui connaît le patelin, qui nous disait, toi t'es bien un gars de Blainville, mais voilà, Blainville-sur-Orne, après le camp BC, et puis plus tard en espoir à Strasbourg. L'arrivée à Limoges, elle se passe comment? À quelle occasion? Dans quelles circonstances? J'étais en Suisse en fait, et puis ils ont coupé mon contrat pour des problèmes de résultats, un peu comme on le voit souvent au CSP. Et puis j'avais Pierrick Lazare que je connaissais, avec qui on s'était rencontré à Strasbourg. Et en fait, il y avait la Strasbourg Connection à ce moment-là à Limoges, à savoir qu'il y avait Fred, il y avait Hugo Cancé, il y avait Pierrick Lazare, il y avait Jacques Van Fleur, voilà, avec qui j'étais en espoir avec Pierrick aussi. Et puis Pierrick m'appelle en me disant mais viens t'entraîner, j'en parle à Hugues, et puis viens t'entraîner avec nous, et si tu veux, tu dors à la maison quelques semaines, histoire de rester en forme, le temps de trouver un autre club. Et puis finalement, ça s'est un peu... Je me suis éternisé, j'ai posé mes valises dans le salon de Pierrick, je suis resté 6 mois, non pas 6 mois, mais je suis resté un petit moment. On a fini la saison de N1, belle saison où voilà, on remonte en Pro B avec les finales Poitiers, et puis finalement, sur la fin de saison... Fred me dit écoute, nous ça nous intéresse, on cherche un ailier avec un peu de physique dans ton profil, donc si ça te dit, voilà. Puis quand le CSP ouvre ses portes entre guillemets, voilà, on y va parce que c'est juste un honneur de porter ce maillot. Et donc la carrière, c'est ton dernier club, le Limoges CSP? Ouais, ça fait un peu. Ouais, effectivement, dernier club parce qu'en fait, je fais les années de Pro B, les 4 années de Pro B, celles qu'on appelle les années noires, mais qui pour autant nous ont permis de revenir sur la Pro A. Et puis à la fin de la 4e année, j'avais peu de temps de jeu. Il était peu probable que je joue en Pro A, même si à l'époque, voilà, c'était encore à peu près envisagé, mais je ne voyais pas ma place en tout cas dans l'équipe. Et puis à ce moment-là, Fred m'a dit écoute, on a besoin de quelqu'un qui soit proche de l'équipe, qui connaisse le club, qui connaisse la vie des basketteurs, qui soit en capacité de nous aider sur le staff médical, un peu sur le recrutement, sur la gestion des contrats et tout ça. Donc ça s'appelait coordinateur sportif à l'époque, mais c'était beaucoup de missions, notamment aussi de la communication, du site internet. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses à faire et c'était une très bonne expérience aussi pour moi. Donc j'ai commencé ma reconversion, on va dire, sur ce point-là. Tu as zappé un peu les petites expériences en NM3 quand même. Alors on avait filé un coup de main avec Ostro. Alors Ostro, je vais dire les anciens, mais Steph est encore un peu plus ancien que moi. Mais oui, c'est là le moment où on est descendu. En fin de compte, il y avait beaucoup de jeunes sur la N3 et l'idée c'était que l'équipe essaie de rester en N3 pour ensuite, si on avait un centre de formation, avoir une continuité au niveau des jeunes. Et donc on avait filé des petits coups de main. Alors, je sais pas si on avait aidé tant qu'on avait pu, mais en tout cas l'idée c'était d'essayer de maintenir l'équipe en N3 pour les plus jeunes. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait basculer ensuite sur la vie civile? Tu as dit que tu étais manager dans les assurances. En fait, l'arrivée de Giannakis a changé pas mal de choses parce que l'arrivée de Giannakis, quand il est arrivé sur le club, il a voulu gérer beaucoup de choses et notamment d'un point de vue décisionnel. Donc ma mission devenait moins intéressante. J'en avais parlé à Fred et du coup, sur les échanges qu'on avait eus, voilà, on avait décidé d'en arrêter là parce que je voyais pas, en tout cas, je voyais pas de projection à long terme et pas au Limoges CSP, donc j'avais arrêté là-dessus. Et puis après,
Les assurances, c'est plus sur une partie, on va dire, management. Aujourd'hui, je retrouve des valeurs identiques, à savoir le fait j'ai une équipe aujourd'hui, fédérer une équipe, emmener sur des résultats, sur de la performance, au travers de valeurs humaines, d'accompagnement, de bienveillance. C'est des choses que je retrouve et que j'avais aussi dans le sport et sur lequel aujourd'hui je suis complètement épanoui. Tu fais partie des nombreux anciens qui sont restés à Limoges, à l'image de Frank Butter. Ouais, etc. Alors je ne vais pas dire que le climat est bon parce que ce serait mentir, mais par contre ce qui est vrai c'est qu'il y a évidemment un vrai intérêt pour le basket, mais surtout moi je rencontre toujours des gens, je continue à croiser des gens en ville, on discute de basket, on échange, pourquoi ils gagnent pas, surtout d'ailleurs pour Angers, pourquoi ils gagnent pas, on est plus interpellé quand ça gagne pas, et encore maintenant on vient me voir, alors que finalement j'ai pas de lien direct, mais on vient me voir en me disant mais qu'est-ce qui se passe dans ce club, c'est ce qui fait aussi le charme de Limoges. Avec ma femme, on s'est installé. On a eu deux petites filles, 2 Limougeaudes. Donc on grandit aussi, on grandit dans la ville. Et puis je trouve que c'est un cadre de vie plutôt sympa pour une famille aussi. Puis il y a ce côté consultant aussi à France Bleu Limousin. Ça permet de garder un petit pied dans le basket. Ouais, c'est le juste équilibre. Je vous cache pas qu'en fait sur les premiers temps, j'ai eu un peu de mal à revenir. On a eu des années, alors je sais que Mathieu voulait des anecdotes, mais on a eu une année, notamment l'année où on redescend de Pro A en Pro B. Il y a eu des années difficiles. Il y a eu un moment donné où je pense que j'ai aussi saturé de ce trop plein de basket, parce qu'à un moment donné ça devient, c'est beaucoup, c'est un peu difficile à gérer. C'est Doudi Ebi là, il était mis dedans. Doudi, lui m'a fatigué. Lui. Et du coup, raconte maintenant. Je raconterai. Mais effectivement, c'était aussi le moyen de revenir au CSP sans revenir au CSP, d'être un peu entre guillemets entre les deux en observateur. Je prends beaucoup de plaisir à commenter avec Jérôme, qui est un pur passionné. On fait les matchs à domicile ensemble. C'est l'occasion de voir les matchs, de les vivre un peu différemment. En tout cas, moi je trouve un exercice intéressant et je me plais bien là-dessus. Ouais. Et ton prédécesseur a fini à la télé? C'est quelque chose, en l'occurrence Fred Weiss, c'est quelque chose qui te plairait ou toi t'es bien ici Non, on est un peu dans un registre différent. Fred a eu une très belle carrière. Il s'est plutôt positionné, on va dire, en investisseur sur son après basket. Je pense que il est passé par France Bleu, maintenant sur RMC. On va dire que je pense que c'est pas loin d'être du plein temps pour lui. Donc moi j'ai pris une autre orientation professionnelle. On va dire que ça vient en complément et pour le coup ça m'offre un bon équilibre, vie pro, vie perso avec le basket. Tu sais qu'on commence à te parler de toi, hein, dans le milieu du basket. Bon, écoute, un agent joueur m'a dit putain, j'ai écouté. Un agent, il m'a dit j'ai écouté François Renaud, excellent. Écoute, je sais pas. En tout cas, moi, je sais que je prends. Je m'amuse bien avec Jérôme. C'est sympa. Sur les matchs, on a vraiment. Et tu sens une progression ou c'est quelque chose d'inné ou non, tu travailles non, ce qui est. Non, loin de là le travail. Loin de moi cette idée. Non, mais c'est. On prépare un peu les matchs avec Jérôme pour savoir aussi s'il y a des choses particulières par rapport au match. Mais c'est l'exercice d'essayer d'être concis, synthétique, parce que des fois j'ai du mal à faire. Rester concis, synthétique sur quelques éléments et pas être trop technique non plus. Donc, non. François, on attend l'anecdote. On veut l'anecdote. Donc c'était un super joueur, hein. Quand il est arrivé, on savait que c'était un super joueur, mais quand on chope des joueurs comme ça au milieu de saison, c'est en général il y a quelque chose qui va pas. Il y a une faille. Bon, je l'ai pas prévu, mais si tu veux l'anecdote, il y en avait une où il était arrivé dans mon bureau en me disant, en fait, il voulait que je change sa voiture. Et il disait, ma voiture, le gaz déjà. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, et puis il nous dit, un peu toujours stone, il a dit, mais le gaz d'échappement remonte dans la voiture et ça me rend stone, quoi. Et il me dit, tu étais en train de me droguer, quoi. Je dis, Ebi, je pense que t'as pas besoin de moi pour ça. Je dis non, ça va très bien ta voiture. Donc bon, voilà. Donc il avait fini par crever les pneus de sa voiture pour que je puisse la changer. Donc il était venu voir en me disant, tu vois, je peux plus m'en servir, les pneus sont crevés. Je dis oui, je sais, le garage m'a appelé, et ils m'ont donné l'objet qui a crevé les pneus. J'ai dit, c'est ta clé d'appartement, donc je vais te la rendre. Et là il pète un plomb, et il commence à pousser mon bureau. Donc on se lève, et puis Fred était à côté, il était en visioconférence avec la Fédé, donc il m'avait dit, surtout vous me dérangez pas. Et puis là ça commence à faire du bruit, à gueuler. Fred sort, et puis Ebi se tient la tête, tu dis, il m'a frappé. Fred me regarde, regarde-nous. Non, j'ai pas frappé
pas frappé Ebi. Bon, après, il l'a reçu, ça s'est calmé, mais voilà, c'était du grand Ebi Ndoudi. T'as d'autres anecdotes comme ça en tant que... Franchement, je pense que quand tu fais 3-4 ans, et à mon avis, Paul Fournel pourrait vous en raconter aussi, mais quand tu fais 3-4 ans au CSP, ouais, t'as de quoi écrire un livre. Ouais. Le meilleur joueur avec qui t'as joué au CSP? Le meilleur, alors je pense pas qu'il ait fait sa meilleure saison, pour autant c'est celui vraiment qui m'a peut-être le plus marqué, ce serait Dragan Lukowski, très très gros joueur. Enfin, c'était pas sa meilleure saison. J'aimais beaucoup Dragan parce qu'au-delà du grand joueur, de son expérience et de son palmarès et de tout ce qu'il avait vécu, c'était aussi un grand homme. Il y en a quelques-uns et on en croise. Et lui en faisait partie, il avait toujours une philosophie de vie, il était assez incroyable, toujours assez flegmatique, mais voilà, il avait parce qu'à l'époque on n'appelait pas ça des punchlines, mais lui il en avait. Quoi. Donc, non, mais tu veux pas citer un mec qui a joué au CSP? C'était ça la question. Non, pas Dragan. Dragan, c'était mon pote, donc non, on touche pas. Et puis il a eu des problèmes de dos, voilà, c'était un peu. Je pense qu'il a eu une saison compliquée, des problèmes de dos, physiquement il y était plus. Mais pour autant voilà, c'était un gars engagé et comme certains, il a vécu des saisons difficiles. Merci messieurs. Non, on pourrait continuer encore un grand moment, mais on va. C'était une bonne question ça, Kevin. Merci. On va revenir pour les anecdotes, François. Le troisième carton, c'est celui du débat, et donc nous allons nous interroger pour savoir si François Perronnet, qui vient d'être nommé à la place de Cal Milling, va pouvoir changer et redonner une vraie dynamique à cette équipe du Limoges CSP, un rude défi pour ce nouvel entraîneur. Alors, la première question que je voudrais poser d'abord, est-ce qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'écarter Cal Milling et de mettre un nouvel entraîneur? Mathieu, c'était la solution ultime, là, il fallait aller aussi vite? Aujourd'hui, quand les résultats vont mal, on commence par changer un joueur. Donc on continue en changeant un deuxième, et quand ça va toujours pas bien, on finit par changer de coach, c'est comme ça. Le CSP, ils ont fait un premier ajustement en faisant venir Damien Inglis, ils en ont fait un deuxième en séparant de London Perrantes. Là, ils ont perdu à domicile, surtout face à Dijon. En fait, Limoges avait un équilibre précaire, tant qu'il gagnait à la maison, ça allait, sachant qu'il perdait tous ses matchs à l'extérieur, où il en a gagné qu'un seul. Maintenant, après la défaite contre Dijon, on voyait bien que c'était parti pour être une saison ultra compliquée. Alors, je ne veux pas dire que tout de suite que la saison va être beaucoup mieux maintenant, mais en tout cas, je pense qu'il fallait changer quelque chose et que, comme souvent dans ces cas-là, ça finit par tomber sur le coach. C'est peut-être devenu intenable, François, pour Cal Milling, là? Pour lui, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que moi, j'avais remarqué qu'au fur et à mesure je pense que vous l'avez vu aussi certainement, des interviews, il avait de moins en moins d'éléments à nous donner. C'est-à-dire qu'au début, il apportait des éléments techniques, tactiques, en disant, voilà, il nous manque ci, il nous manque ça. Et puis sur la fin, vraiment, on le sentait en difficulté, presque en souffrance, puisqu'il disait, je comprends pas, je voulais qu'ils fassent ça, ils n'ont pas fait. Et on sent que... comme un coach qui est lâché par son équipe finalement, où à un moment donné, il donne des consignes, il donne des éléments. Je pense qu'à chaque fois qu'il a tapé du poing sur la table, il a obtenu 2-3 choses, et c'est pour ça qu'on a aussi vu des réactions de l'équipe. Mais globalement, on n'a pas vu de changement fondamental, on n'a pas vu de prise de conscience. Ça, ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas réussi à l'emmener. Et à mon sens, au vu ces dernières interventions, je pense qu'il avait été lâché par quelques joueurs, et puis lui était en mal de solutions. La mayonnaise n'a jamais pris cette saison. Ouais, je voulais rebondir sur les propos de François. Le plus symptomatique, c'était sa conférence de presse à Gigna où il dit Perrantes est en vacances, il y en a certains qui ne sont pas investis. On le sentait dépité, lassé et sans aucun levier sur ce groupe. Et effectivement, je pense qu'il n'avait plus aucun levier sur ce groupe et qu'il avait besoin d'un électrochoc. Par rapport à la mayonnaise, pour te répondre, malheureusement, non. On lui avait dès le début de la saison. Dès le début de la saison, on lui avait mis un groupe quand même de talents entre les mains. Certes, mal équilibré, mais je pense qu'il pouvait en faire quelque chose. Et dès le début de la saison, ça a mal marché. Ce qu'il a mis dans le dur, notamment, c'est l'épisode, je pense, de Samado Samuels, où il met sur la place publique qu'il a été insulté par son pivot. Et je pense qu'après, pour gérer son groupe par rapport à cet épisode, je pense que ça a été compliqué, quoi. Donc François Perronnet est en poste. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Mathieu, on parle toujours d'un électrochoc là, pour un nouvel entraîneur. Ça ne marche pas à tous les coups. Et est-ce que ce groupe est suffisamment malléable pour être sensible à un électrochoc? Déjà, il n'y aura pas d'électrochoc tout simplement parce qu'il n'y a pas de match. Oui. Donc il ne peut pas y avoir d'électrochoc. Donc déjà, ce levier-là, il n'existe pas. Au moins à l'entraînement, sur d'autres déjà, il y a 3 jours off.
déjà. Donc après, effectivement, il va y avoir un changement à l'entraînement parce que Kyle Manning et François Perronnet, ils ont deux personnalités qui sont diamétralement opposées. Je parle même pas de considération basket. Kyle Manning va être quelqu'un qui va chercher à mettre ses joueurs vraiment en confiance, qui va jouer sur l'affect davantage. François Perronnet, quand on entend parler de lui, c'est un énorme travailleur. Ça ne veut pas dire que Kyle Manning ne travaillait pas, mais François Perronnet, lui, c'est une valeur cardinale chez lui. C'est un gros bosseur, c'est quelqu'un qui est réputé très intransigeant, qui a des principes, qui va vouloir les appliquer. C'est quelqu'un qui, excusez-moi de le dire comme ça, mais je pense qu'il va rentrer dans la gueule de certains joueurs du Limoges CSP. Donc ça, c'est une tactique à double tranchant, on va voir comment ça fonctionne. François, tu as connu des changements d'entraîneur, à Limoges notamment, je pense. Il y a vraiment des choses qui changent quand c'est vraiment une vraie bascule dans une saison. Ouais, oui, ça l'est parce que pour deux raisons. C'est déjà ce que disait Mathieu, c'est qu'il y a un changement de méthode. En général, on change, alors pas tout fondamentalement, mais en tout cas, alors ça dépend. Je m'explique. Là, ça va pas être le cas. C'est ce qui peut-être me gêne un peu dans la situation, non pas par rapport à François Perronnet, mais c'est que je pense qu'il va pas changer tout diamétralement, puisque aujourd'hui, ils ont quand même mis des choses en place. Il a travaillé avec Kyle Manning et s'il faisait quelque chose de complètement différent, ça voudrait dire qu'il était à côté de son basket jusqu'à présent. Donc, en termes de personnalité, ils sont voilà, différents. en termes de personnalité, ils sont différents. Oui, alors c'est certainement le point, l'atout, son atout, c'est qu'ils vont peut-être plus bosser. Il va les mettre dans une dynamique de travail qui va être un peu différente et ça va peut-être les aider à rentrer dans le moule. Maintenant, pour moi, pour qu'il y ait un véritable électrochoc, il faut qu'il y ait un élément extérieur qui arrive. Là, chaque fois que j'ai vu des changements de coach et qu'il y a un élément extérieur, ça apporte un vrai changement. Pourquoi? Et je pense notamment à Éric Girard quand il est arrivé à l'époque, parce qu'Éric Girard arrivait dans un moment difficile et qu'il arrivait en disant « Vous inquiétez pas les gars, j'ai l'habitude, je vais gérer ». Alors que là, François Perronnet, lui, était déjà dans le bateau. Donc, quelque part, s'il avait pu apporter une solution ou s'il avait eu des éléments de réponse, ou en tout cas, il n'aura pas cette capacité à rassurer et à emmener en bout bien moins qu'un élément qui serait arrivé de l'extérieur. Là, c'est un choix par défaut un peu J'ai pour les Limoges l'impression, CSP. j'ai l'impression, Mathieu parlait tout à l'heure d'ajustement. Quand on regarde, on a cassé le contrat de Jaïté, on a cassé le contrat de Perrantes, on a cassé le contrat de Manning. Je pense que tout ça va coûter un peu d'argent. Je pense que prendre Perronnet va coûter pas forcément énormément d'argent, sachant qu'il était déjà sous contrat au club. Et je voulais rebondir sur le propos de François. En fait, dans le communiqué de presse, François Perronnet le dit très justement. Il dit qu'il est responsable en partie de la situation. Donc, quand on parlait électrochoc, je pense que c'est. En fait, il faisait partie du groupe du staff technique qui a amené à la situation actuelle du CSP. Donc, fondamentalement, on ne va pas avoir de changement. Donc, ça me gêne comme François. Après, la deuxième idée que je voulais développer, c'est que je pense que François Perronnet est un très bon tacticien. Philippe Hervé disait dans le journal aujourd'hui que c'était le meilleur assistant qu'il ait eu, mais je ne suis pas sûr, je doute de ses capacités de meneur d'hommes et de manager, et je me demande si aujourd'hui il ne faudrait pas un manager, un meneur d'hommes au CSP. Alors, il a été plusieurs fois head coach, François Perronnet. Ça n'a jamais été des grandes réussites. Il a eu une bonne saison, je crois que c'est à Chalon-Reims. Je n'ai pas vraiment suivi moi, ce qu'il a fait, mais il a eu une bonne expérience. Malheureusement pour lui, ça s'est souvent mal fini, notamment à Quimper et surtout à Orléans à la fin, où ça se termine vraiment très mal. Après, des échecs, tous les coachs en ont connu. On ne va pas juger François Perronnet là-dessus. Maintenant, c'est quelqu'un, Philippe Hervé dit de lui, c'est le meilleur assistant avec qui j'ai travaillé. C'est un mec hyper loyal, fidèle, comme il n'en a jamais vu. Donc la personnalité, je pense que François Perronnet est un vrai bon mec. Maintenant, il va falloir voir comment il s'adapte, parce qu'en plus, François Perronnet, là, il n'arrive pas sur n'importe quel banc, il arrive sur le banc du Limoges CSP et sur le banc d'un Limoges CSP en crise. Donc là, tous les feux des projecteurs vont être braqués sur lui, tout le monde va attendre qu'il redresse l'équipe. Ces deux premiers matchs à François Perronnet, on n'en a pas parlé encore, mais ça va être au Mans, qui vient de battre Monaco, et ça va être Atofas Bursa, un match décisif pour la qualification pour le top 16 de l'Eurocup. Donc il ne peut pas commencer plus difficilement, François Perronnet. Et à chaque fois, il aura une exigence de résultat. Maintenant, il va falloir voir comment ça se passe. François, quand on a été catalogué, parce que c'est un peu ça, excellent assistant, on se transforme en coach facilement.
C'est pas du tout le même métier. C'est pas le même métier parce que on dit qu'il était dans le bateau, mais il était quand même en retrait par rapport à Cal Milling. Ouais, il était en retrait. Après, c'est vrai qu'il a dit qu'il avait, comme tous, il a une part de responsabilité. Je pense que effectivement, c'est pas le même métier. Pour autant, il a déjà été coach et voilà, il va prendre très vite les éléments. Il n'aura pas beaucoup de temps, hein. Ça c'est certain. Maintenant, il peut bénéficier d'une chose et je pense que moi, enfin, à sa place, je jouerais là-dessus, mais entre guillemets, le dernier fusible, on va dire, la dernière protection par rapport aux joueurs, elle vient de sauter. C'est-à-dire qu'on fait sauter un premier joueur, il y en a un qui sort, il y en a un deuxième, c'était London Perrantes, et longtemps ils se sont peut-être cachés en disant ouais, bah, la main ça va pas, ok, la main ça va pas, on a changé de meneur, maintenant il y a un gars qui tient la route, ouais, le coach aussi, ok, le coach il est plus là, donc maintenant les gars c'est vous. Et c'est peut-être là-dessus où il va pouvoir jouer, c'est de dire. Les gars, c'est vous, les gars, on va pas pouvoir virer tous les mecs. Exactement, mais c'est justement ça, c'est qu'on ne pourra pas virer tout le monde, donc à un moment donné, il restera plus qu'eux. Et j'ai envie de dire, ceux qui sont là aujourd'hui et qui font l'équipe vont devoir se responsabiliser parce qu'il n'y aura plus, entre guillemets, d'excuses, on ne pourra plus se cacher ni derrière un meneur, ni derrière un entraîneur. Ils s'en foutent, on ne pourra pas les virer. Non, par contre, pour l'avoir vécu, une saison au CSP, quand on est déjà 15e du championnat au 26 novembre, elle est longue, hein. Ça va être long jusqu'au mois d'avril à se faire siffler et aller chercher sa baguette de pain et se faire embrouiller par le boulanger. La saison va être longue. Donc je pense j'ose espérer, et quelque part le public va certainement jouer aussi son rôle là-dessus, mais voilà, il faut vraiment qu'ils se responsabilisent et qu'ils prennent conscience de dans quel club ils jouent aujourd'hui, qu'ils portent le maillot et que finalement, voilà, il faut terminer les excuses, maintenant il faut y aller, quoi. Et voilà, après, il faut avoir le discours pour faire comprendre ça aux joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ils l'ont compris, ce discours, qu'ils sont à Limoges, qu'il y a une histoire, qu'il y a un maillot, il y a une institution à respecter? On n'a pas le sentiment. C'est là où ça me gêne, le fait alors c'est pas rapport à l'individu, à François Perronnet, mais qu'on soit resté dans cette continuité, c'est ce qui me gêne, parce que ça va être d'autant plus difficile d'opérer cette cassure et cette prise de conscience du fait que on va être dans une dynamique, en tout cas dans une continuité, quoi. Bon courage à François Perronnet, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. Ça commence comme ça, tu me dis. Ça s'annonce quand même très compliqué, hein, on vient d'en parler. Voilà, c'est la fin de ce troisième quart-temps. On va parler de France-Bulgarie et plus particulièrement du hors-série que le Populaire du Centre va faire paraître à l'occasion de ce match France-Bulgarie. Un hors-série de 24 pages consacré à Frédéric Fortet, puisqu'on le sait, le match France-Bulgarie a été organisé à Limoges à l'initiative de la Fédération française de basket, pour rendre hommage justement à Frédéric Fortet, le président disparu le 31 décembre 2017. Ce supplément, 24 pages, Kevin, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? On va trouver beaucoup de choses. En fait, on l'a voulu complet et inédit. On va retrouver inévitablement sa carrière de joueur, son parcours de président, mais surtout, Mathieu peut-être peut en parler plus longuement, ses racines, sa famille. On a des témoignages inédits de sa femme, de ses filles. Et on va retrouver aussi beaucoup d'hommages du basket français sur Frédéric, j'espère que j'ai rien oublié. Une interview du maire, une interview de Jean-Pierre Ciotat, une interview de Stéphane Ostrowski. Et voilà, je crois que tout est dit. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Mathieu, justement, il l'a dit, Kevin, on a appelé la famille pour les prévenir qu'on allait faire ce hors-série. Ils ont tout de suite répondu avec beaucoup d'enthousiasme à cette initiative et aussi aux demandes qu'on a pu leur faire. Oui, même moi j'étais un peu surpris parce que c'est vrai que c'est jamais facile de solliciter les proches d'une personne disparue, d'autant plus qu'on ne se connaît pas, voilà, mais tout de suite ils ont été plutôt séduits par ce projet et du coup ils nous ont énormément aidés, que ce soit en termes de photos ou en termes de témoignages. Il y a des témoignages extrêmement forts des trois filles de Frédéric, mais aussi de son épouse, sa sœur Lydia aussi qui nous a fait parvenir avec sa maman Solange des photos de lui gamin. Enfin, il y a vraiment beaucoup de documents, moi je suis très objectif, mais il y a beaucoup de documents inédits et assez forts sur la famille de Frédéric Fortet. On sait qu'il était très secret là-dessus et aussi sur ses racines, sur ses premiers pas à Caen. François, quels sont les souvenirs, toi, le premier souvenir que tu as de Frédéric Fortet? Fred, j'ai connu très jeune, je disais, à Blainville, le village à Blainville-sur-Orne. Alors, juste pour dire que je ne suis pas surpris que Céline ou les filles aient répondu de manière positive à votre demande.
je pense quand on a un mari ou un papa comme Fred, on a l'habitude de le partager. C'est-à-dire que Fred, il y avait le basket, ensuite il y a eu le CSP, ça prenait beaucoup de son temps et elles l'ont beaucoup partagé. Je crois qu'elles l'ont fait aux obsèques aussi, quelque part, pour que tout le monde puisse pouvoir lui rendre hommage. Et voilà, je pense que c'est dans la continuité, en tout cas, pour moi, ça leur ressemble et je ne suis pas surpris du tout. Fred, j'ai connu très jeune, du coup son frère jouait avec mon père, donc il y avait une petite différence générationnelle, mais ils jouaient tous les deux donc au fameux club de Blainville-sur-Orne, qui est devenu extrêmement connu, Blainville-sur-Orne. Et puis j'avais eu l'habitude de le voir quand il venait sur les trêves de Noël notamment, quand il revenait dans la région, il venait et puis puisque Mathieu aime bien les anecdotes, mais à l'époque pour mes 9 ans, Fred m'avait envoyé une carte d'anniversaire en me disant en souhaitant jouer les anniversaires. Et puis sur la fin, ça m'avait marqué, il avait mis en attendant de te retrouver sur les parquets. Donc on a l'air de dire un jour on jouera ensemble. Et pour moi, c'était un vieux briscard et je ne me voyais pas jouer en pro. Et puis finalement, ça s'est produit quelques années plus tard, notamment à Strasbourg. Donc c'est à Strasbourg que vous êtes retrouvés, toi joueur espoir et lui qui était déjà effectivement plutôt sur sa deuxième partie de carrière. Oui, il ne me l'avait pas dit, je l'avais croisé l'été. Alors, comme il faisait souvent, il venait aussi l'été sur les tournois de fin d'année, donner des trophées, voir rencontrer les gens, c'était en Normandie. Je l'avais croisé, puis j'avais dit, j'ai signé à Strasbourg en espoir. Il m'a dit, c'est un super club, bonne formation, tu seras bien là-bas, on sera peut-être amené à se croiser, mais je pensais qu'il allait peut-être signer peut-être en France ou en Europe, mais... Et puis je le vois descendre les gradins et puis il marchait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il marchait en avant comme ça. Il avait déjà presque du mal à marcher. Je me disais mais comment il fait pour jouer à ce niveau-là? Il n'arrive même pas à marcher. Comment il fait pour ne serait-ce que courir? Et puis finalement, 2 mois après, je le retrouve en prépa à côté de moi en train de galoper. J'avais du mal à le suivre, mais il était toujours un peu secret. Il disait jamais trop ce qu'il faisait. Là pour le coup, il l'avait pas dit. C'était une surprise, mais voilà, il le savait. Et c'était un grand plaisir aussi de le retrouver à Strasbourg. Et a priori, il y a eu un petit bisutage. Alors, ouais, il y a eu un bisutage. Alors, dans un premier temps, mais c'était un peu c'est une anecdote que j'ai livrée aussi justement pour le cahier, mais ça représente Fred, c'est-à-dire que on jouait en Coupe d'Europe, il fallait des baskets blanches. Puis moi, j'avais des baskets rouges vernis qui brillaient, à éblouir les spectateurs. Et au côté bling-bling. Et c'était ça, c'était mon côté. En plus de ton jeu déjà éblouissant. Exactement, donc c'était pour rester un peu dans la continuité de tout ça. Et puis du coup, l'arbitre vient me voir à 3 minutes du début du match, et puis il me dit vous pouvez pas jouer, vos chaussures sont rouges, vous pouvez pas jouer, il faut les chaussures blanches, quoi. Et puis moi, alors, j'ai 18 ans, match de Coupe d'Europe. Je me dis comment je vais faire, j'ai pas de basket, on est au Portugal, donc je me dis je vais pas pouvoir jouer à cause d'une histoire de basket. Et puis Fred me prend par le bras, il me dit viens avec moi, je vais t'arranger ça, on va dans le vestiaire. Et puis il commence à strapper mes baskets, donc on passe 3 minutes tous les deux à strapper les baskets, là, à couper les straps, coller jusqu'à ce qu'elles soient couvertes de straps, et puis on part jouer. Et je dis franchement, ça devait être élégant, hein. c'était moins classe, mais au moins j'avais une solution, j'étais rassuré, parce que j'étais comme ça, quoi. Donc et puis il me dit, je lui dis merci Fred, vraiment, tu m'as sauvé. Il me dit non mais me remercie pas. Et puis je vois son petit sourire un peu, voilà. Je me dis, il y a un truc. Et puis en fait, quand je suis rentré à l'hôtel, avant de partir, ils avaient réussi à piquer mes clés à la réception. Et ils m'avaient mis le matelas sur le balcon, la télé dans le placard, les affaires dans la baignoire, du gel partout. Un bazar pas possible. Donc là, j'ai compris le petit sourire de Fred. Voilà. Mais Fred, c'était ça. C'était en même temps, il donnait beaucoup. Il était très engagé, et surtout par rapport aux jeunes. Et puis de l'autre, voilà, c'était bêtise sur bêtise pour rester poli, mais voilà, c'est ce qu'il faisait. C'était un joueur en fait, ça le faisait marrer tout le temps. Donc tu l'as connu joueur là vraiment sur sa fin de carrière un peu, parce que Strasbourg c'est son dernier club. De mémoire, je crois que c'est le dernier club, ouais. C'est son dernier club. Il jouait sur son expérience là. Non, c'est pas son dernier club, il va en Italie. Il fait l'Italie après, oui, il fait l'Italie après. On a bien bossé supplément. J'ai plus toute la chronologie. C'est son dernier club français. Il y avait une fin un peu compliquée avec Strasbourg, voilà, comme en gros, comme ça peut arriver, voilà, des clubs qui veulent couper un joueur, mais Fred, c'était un malin, et c'était un malin, puis surtout, c'était quelqu'un qui faisait preuve de beaucoup d'abnégation, qui était têtu et qui lâchait pas un projet comme ça, donc il n'avait pas décidé de lâcher le projet à Strasbourg, donc ça a été un peu long et compliqué avec eux.
Mais ouais, il était plus malin. D'ailleurs, de toute façon, il n'avait pas le choix. Je le disais, il avait déjà du mal à marcher. Il courait, il avait des qualités physiques qui lui permettaient pas forcément de jouer en proie, sauf que quand il défendait, pour passer 3 écrans, il allait directement là où il devait aller, il gagnait du temps, il gagnait des espaces, il était toujours une science du placement, d'anticipation qui lui permettait de compenser le manque de physique. Et puis surtout, on n'en parlait pas souvent, mais je repense au shoot qu'il a mis justement à Strasbourg en disant si celui-là je le mets, on est champion. Et il était super adroit, Fred. C'est-à-dire que même encore à Strasbourg, sur les dernières années, il mettait des shoots incroyables. Bien voilà, ce supplément sera retrouvé donc dès le soir de France-Bulgarie au Palais des Sports de Beaublanc et dès le lendemain dans tous les kiosques de la Haute-Vienne. Il sera en vente au prix de 2,90 €. Il sera aussi en vente en ligne sur la boutique Centre France. Voilà, n'hésitez pas à vous procurer ce document qui sera, j'espère que vous l'avez compris, très riche et très intéressant avec beaucoup de choses inédites. C'est la fin déjà de ce 4e quart-temps. Les tops, je vais commencer comme d'habitude et le top, je vais le donner à l'équipe de Boulazac qui effectue un très bon début de saison avec des moyens qui sont nettement inférieurs à beaucoup d'autres équipes et notamment le Limoges CSP. Boulazac qui a mis à son tableau de chasse des équipes comme Pau, comme Monaco, comme Nanterre, comme Bourg, et qui a été gagné aussi à Gravelines. Alors ils ont peut-être perdu ce week-end contre l'Asvel, mais en tout cas, moi je veux saluer ce beau début de saison. Et un petit mot aussi à notre Limougeot Bertrand Parvot, qui s'occupe des espoirs à Boulazac et qui est 11e sur 18 à égalité avec le Limoges CSP. Les tops, on continue. Kevin? Moi, j'avais pas trop d'idées sur les tops. En fait, je voudrais juste le mettre un tout petit top à Dwight Hardy sur les 2 derniers matchs, en l'occurrence samedi face à Dijon et la semaine dernière face à Berlin. En début de saison, on l'avait vendu comme un top joueur. Je le trouvais assez discret et effacé sur le début de la saison et force est de constater que sur les 2 derniers matchs, quand même, il rend une copie à la hauteur du statut du joueur qu'il était censé être. Donc voilà. Bon. Valeur refuge depuis le début de la saison, quand même, Dwight Hardy. Parfait. Mathieu, un top? Un top, ça va être cette équipe de Dijon qui est venue à 7 ou 8, je ne sais plus, mais surtout ce club de Dijon qui a une vraie identité de jeu. Depuis Jean-Louis Borg, Laurent Leuniam a parfaitement pris sa succession. Ça joue toujours de la même manière, on sait toujours à peu près comment ils vont jouer et au final ça gagne souvent. Là ils ont fait un super début de saison, même s'ils ont eu un calendrier plutôt simple, certains. Ils ont fait un très très bon début de saison et à Limoges ils ont gagné avec la manière. François, un top? J'en avais 2 en fait, mais je t'en donne qu'un peut-être. Comme tu veux. Plus de chance, François. Non, le premier ne nous appartient pas vraiment, mais c'est surtout pour garder une note d'optimisme par rapport à la poule d'Eurocup, puisque malgré toutes nos défaites et nos matchs difficiles et notre saison compliquée, malgré tout, on a encore la possibilité de se qualifier en allant gagner en Turquie et après chez nous en recevant les Polonais. Donc malgré tout, et puis j'arrive jamais à dire son nom, tu vas peut-être m'aider, Luka Doncic, le prodige européen, parce qu'en ce moment on voit des vidéos sur YouTube, il s'amuse avec les Américains. Alors les Américains avaient un doute, ils disaient pas sûr que. Il commence à être sûr, il commence vraiment à être sûr, et lui il s'amuse, et plus il s'amuse, et plus il est en train de passer un cap, il est vraiment impressionnant. Voilà. Parfait, on va passer au flop. Et mon flop, j'aurais bien voulu le donner à Jean-Denis Choulet, là, qui s'est encore illustré d'une belle manière à Pau Orthez. Mais je vais le donner au Limoges CSP, qui a décidé qu'il n'y aurait pas de joueur du Limoges CSP qui pourrait être invité à CSP Time. Bon, ben voilà, c'est une décision, on en prend acte. Flop au Limoges CSP. Kevin? Flop au Limoges CSP. Sur l'inconstance du Limoges CSP, ça allait mieux depuis 2-3 matchs et depuis 4 matchs depuis la prestation à Krasnodar. En fait, j'ai l'impression que c'était qu'un faute de paille. En fait, la prestation de Dijon nous l'a montré, où la première mi-temps a été indigente. Et même à l'intérieur de ce match, le CSP a été inconstant, ou dans le sens où ils sont très loin derrière Dijon, ils reviennent à 1 point. Et après, ils s'écroulent derrière. Cette équipe est inconstante et souffre de beaucoup de carences quand même. Voilà, ça fait 2 flops pour les Limoges CSP. Mathieu, un troisième? J'avais 203. Flop au Limoges CSP, surtout à sa communication, c'est toujours la même chose. On nous a dit Kyle Manning, il a signé 3 ans, il restera 3 ans à Limoges, même s'il perd tous ses matchs. Ça, c'était lors de l'intronisation de Kyle Manning, le 27 mai 2017. Ses paroles, c'était Olivier Bourguin. Et plus récemment, Manuel Diaz, Yuri Verieras, qui ont renouvelé leur confiance au
coach, et on dit nous, ça va pas se passer comme ça, on va rompre avec les traditions du passé, on va tenir bon, on va faire baisser les quotas, on va maintenir Kyle Ming. Mais aujourd'hui, dans le monde professionnel, on peut tout simplement pas dire ça en fait, parce que les résultats dictent la politique d'un club, notamment à Limoges, à Châlons, peut-être qu'on pouvait se permettre d'attendre très longtemps dans la saison, à maintenir sa confiance à Jean-Denis Choulet, qui avait été champion et tout ça. Mais on sait très bien à Limoges comment ça se passe, quand la pression elle devient invivable, quand il y a les défaites qui s'enchaînent, malheureusement il faut un fusible, et ce fusible il a sauté, comme régulièrement. Voilà, donc 3 flops pour Limoges CSP. François, est-ce que tu restes dans la même veine? Malheureusement, il y a 304. Ouais. Je rejoins un peu, c'est un peu dans la continuité de ce que disait Mathieu, mais justement, je vois pas de continuité. J'ai personnellement moi connu le fonctionnement avec Fred. On voulait, je pense que tout le monde voulait avoir une continuité. Je la vois pas. Alors j'entends sur couper les coachs, couper les joueurs, tout ça, ça fait partie du métier, c'est le boulot. Maintenant, je veux pas trop m'étaler parce que je veux aussi apporter un peu de sérénité et pas toujours remettre de l'huile sur le feu. Mais aujourd'hui, il y a quand même une gestion humaine qui me gêne un peu, que ce soit sur les bénévoles, sur certains salariés, par rapport à des supporters, par rapport aux journalistes, voilà, tout ça. Je pense que il faut travailler ensemble, on ne peut pas travailler contre, surtout pas à Limoges. De toute façon, et ça a toujours été comme ça. Il y a aujourd'hui des anti-CSP, mais il y avait des anti-Fred Fortet à l'époque, c'était la même chose. Il y a toujours des anti pour tout, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se sont sacrifiés pour le club, qui l'ont fait pendant des années, qui le font encore, et je crois qu'on ne peut pas balayer tout ça d'un revers de la main. Il faut rester dans une continuité et ne pas se couper de tout le monde. Donc voilà, il y a des erreurs qui ont été faites. J'essaie de rester factuel pour pas, entre guillemets, qu'il n'y ait pas d'attaque dans ce que je dis, mais aujourd'hui, il faut vraiment revenir à de la sérénité, savoir garder de la raison, ne pas trop sortir et s'exposer en voulant expliquer des choses ou donner des éléments ou dire que, voilà, comme disait Mathieu, on va faire mieux. Faut juste faire, et après on sera jugé sur les actes. En tout cas, je pense que voilà, il faut revenir à un peu de sérénité et surtout un peu plus de bienveillance dans la gestion humaine. Voilà. Parfait. Merci messieurs, ce CSP Time est maintenant terminé. Rendez-vous sur le site internet lepopulaire.fr et sur la page Facebook Le Populaire Sport. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain numéro.